Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler d'un concept très important dans la biologie moléculaire, c'est la régulation de l'expression génique chez les bactéries. Qu'est-ce que ça veut dire expression génique? C'est-à-dire que le gène va être euh, au début transcrit en ARN messager et puis va être traduit en une chaîne polypeptidique ou une protéine. Et parce que vous savez que les chaînes polypeptidiques ensemble font à la fin des molécules tridimensionnelles qui s'appellent les protéines. Et ça, c'est ce que l'on appelle l'expression génique. Quand on dit qu'un gène a été exprimé, nous voulons dire que ce gène a été traduit en une protéine et cette protéine sera responsable d'une certaine caractéristique de l'organisme ou de la bactérie ou d'un eucaryote. Euh, Pourquoi est-ce que nous avons un chapitre ou une partie du chapitre séparé pour la régulation de l'expression génique chez les bactéries ou les prokaryotes en particulier? Parce que la régulation est un peu différente. Elle diffère de la régulation dans les eucaryotes. Parce que dans les eucaryotes, on a plusieurs niveaux de régulation de l'expression génique. Et on va étudier ça à la fin de la troisième partie dans les vidéos suivantes, c'est-à-dire dans les eucaryotes, on peut réguler l'expression du gène au niveau de l'ADN, au niveau de la réplication elle-même, au niveau de la transcription de l'ADN en ARN messager, et ensuite au niveau de l'ARN messager avant de quitter le noyau et d'aller dans le cytosol où on va, avant que l'ARN messager quitte le noyau et va au cytosol, on va enlever tous les introns de la molécule de l'ARN pour qu'elle soit plus efficace et pour que l'énergie de de la cellule soit conservée. Mais dans les prokaryotes, comme les bactéries, on a les opérons. Donc, chez les prokaryotes, l'expression des gènes va être principalement régulée par des unités fonctionnelles qui sont présentes dans l'ADN, qui sont des parties de l'ADN et que l'on appelle des opérons. Et la régulation, comme nous allons le voir tout de suite, se fait au niveau de la transcription seulement. Et ça, c'est une différence très importante. Ça ne se fait pas à tous les niveaux, la réplication, la transduction, la transcription, mais elle se fait seulement au niveau de la transcription. Ce concept d'opéron a été proposé par deux savants, François Jacob et Jacques Monod, qui ont reçu le prix Nobel de physiologie ou médecine en 1965 pour leurs travaux sur la régulation génétique. Et une partie de leurs travaux était à propos des opérons. Les opérons sont caractéristiques des prokaryotes, c'est-à-dire que la plupart des opérons sont présents dans le génome de prokaryotes. Et exceptionnellement, nous pouvons les trouver dans les eucaryotes, c'est-à-dire que la plupart des eucaryotes, surtout les plus développés, n'ont pas d'opérons. Et la régulation euh, se fait comme elle se fait dans toutes les cellules eucaryotes. Juste une petite partie des cellules eucaryotes utilise les opérons exceptionnellement pour réguler l'expression de certains gènes. Ici, nous avons un modèle de, de l'opéron ou d'un opéron.
qui se trouve dans le génome d'une bactérie. Cet opéron-là, c'est une unité, c'est toute une unité, c'est un groupe de structures. Alors, nous avons les gènes structurels. Ces gènes structurels, quand ils sont transcrits, vont donner un ARN messager très long. Et cet ARN messager qui est relativement long va être traduit en plusieurs protéines. Ces protéines-là vont être séparées et chaque protéine représente, par exemple, une enzyme ou va représenter une enzyme qui sera responsable d'une certaine réaction chimique dans la cellule prokaryote, comme on va le voir tout de suite. Ici, nous avons une séquence qui est vers l'extrémité 5', c'est-à-dire que les gènes structurels sont vers l'extrémité 3', alors que le promoteur est plus dirigé vers l'extrémité 5'. Et le promoteur, comme d'habitude, c'est une séquence qui se trouve sur l'ADN et où l'enzyme ARN polymérase qui va transcrire ces gènes structurels-là doit s'attacher. Et nous avons expliqué dans les vidéos précédentes que pour que les facteurs de transcription sont très importants pour aider l'enzyme ARN polymérase pour l'aider à s'attacher au promoteur et en particulier à la boîte TATA qui consiste de thymine, adénine, thymine, adénine. Mais il y a un problème, c'est que entre le promoteur et entre les gènes structurels, nous avons une séquence qui s'appelle l'opérateur. Cette séquence-là peut bloquer l'attachement de l'ARN polymérase au promoteur dans certains cas. Et nous allons voir ça. Donc, l'opérateur, c'est comme un switch, comme une clé qui va ou bien ouvrir ou bloquer le processus de transcription. Pas seul, mais avec une autre molécule que l'on appelle le répresseur. Nous allons voir ça dans les diagrammes suivants. Et tout au début du gène, vers l'extrémité 5', nous avons un gène régulateur. Ce gène régulateur va réguler tout le processus de transcription, car à la fin, l'opéron, le but final de l'opéron, c'est de transcrire cette partie de l'ADN en un ARN messager pour pouvoir le traduire en des protéines qui seront des enzymes qui vont catalyser certaines réactions chimiques. Ce gène régulateur va être transcrit en une molécule de ARN messager comme d'habitude, et l'ARN messager va être traduit en une molécule qui ne se trouve pas ici, que l'on ne voit pas maintenant sur le diagramme, qui s'appelle le répresseur. Et c'est le répresseur qui va venir ici s'attacher à l'opérateur pour ou bien activer le processus ou le désactiver. Et c'est ça c'est cette très importante partie du processus que nous allons expliquer sur les diagrammes suivants. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un opéron? Si on vous demande de définir un opéron est une unité fonctionnelle de l'ADN. C'est toute une unité. Donc, l'opéron, c'est pas seulement les gènes structurels, c'est pas seulement l'opérateur, c'est pas seulement le promoteur, c'est pas seulement le gène régulateur. C'est tout ça. Mais parfois, on considère le gène régulateur que l'on vient de voir comme une partie séparée qui n'est pas partie de l'opéron, qui ne fait pas partie de l'opéron. Mais c'est toute une unité fonctionnelle. Donc,
Elle comprend quoi ou elle contient quoi? Elle contient un promoteur et comme on vient de le dire, le promoteur, c'est le site de fixation de l'ARN polymérase. Nous avons aussi un opérateur qui se trouve entre le promoteur et les gènes structurels ou les gènes structuraux. L'opérateur, c'est une région régulatrice parce que, comme on vient de le dire, l'opérateur va s'attacher au répresseur. Et cet attachement-là pourra ou bien activer le processus ou bien le désactiver. Donc, l'opérateur est une région très importante de l'opéron et on la considère une région régulatrice qui contrôle la transcription. Et puis, si on va plus vers l'extrémité 3', nous allons voir les gènes structuraux. Et les gènes structuraux, d'habitude, sont plus d'un seul gène structuraux. Vous pouvez avoir 3 ou 4 gènes structuraux selon le processus et selon les réactions chimiques qui sont nécessaires. Et ces gènes structuraux-là codent les protéines nécessaires pour une certaine fonction. Par exemple, pour synthétiser le sucre lactose ou pour synthétiser l'aminoacide tryptophane. Donc, les gènes structuraux sont des gènes codants et ils codent quoi? Ils codent des protéines. Mais quand on dit qu'ils codent des protéines, cela veut dire qu'ils doivent être transcrits au début et ensuite traduits pour obtenir les protéines à la fin. Et puis, on a tout au début un gène régulateur. Et comme je viens de le dire, ce gène régulateur est généralement situé en dehors de l'opéron. Qu'est-ce qu'il code, ce gène régulateur? Il code une protéine et cette protéine, elle aussi, est régulatrice, qui est le répresseur que je viens d'expliquer. Et pourquoi est-ce qu'on la considère une protéine régulatrice? Parce qu'elle va s'attacher à l'opérateur qui lui-même est une séquence régulatrice sur ADN. Donc, il faut faire attention qu'il y a certains composants de l'opéron qui sont des séquences de l'ADN, des séquences de nucléotides sur l'ADN, comme le gène régulateur, comme le promoteur, comme l'opérateur, comme les gènes structuraux, mais il y a des protéines, comme quoi? Comme le répresseur. Donc, le répresseur est une protéine régulatrice mais l'opérateur est une séquence régulatrice. Et ces gènes structuraux, parce qu'ils font une unité dans l'opéron, donc ils vont être transcrits ensemble, au même temps, à la fois. Et ils vont vous donner un grand ARN messager que l'on appelle polycistronique. Poly veut dire plusieurs. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle polycistronique? Parce que cet ARN messager est le résultat de transcription de 3 ou 4 ou plusieurs gènes. Donc, il va être traduit en plusieurs protéines. Mais comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce que la cellule fait ça? Parce que cet ARN messager est composé de segments. Chaque segment va être traduit en une protéine et les segments sont séparés par des séquences de ARN qui indiquent où le gène, où la partie de l'ARN concernant une certaine protéine commence ou où elle se termine. Donc, si l'ARN messager polycistronique va être traduit en 4 protéines, donc nous aurons 4 segments de ARN messager qui sont attachés ensemble par des séquences d'ARN, mais ces séquences, entre ces segments-là, sont des séquences d'initiation et de termination de la traduction en aminoacides. Nous avons deux principaux types d'opérons.
l'opéron inductible et l'opéron répressif. On va commencer par l'opéron inductible. Comme le nom l'indique, inductible veut dire que l'opéron est normalement inactif dans le mode off, turned off, mais euh, il y a certaines conditions qui vont euh, activer cet opéron et changer le mode off en un mode on. Alors, qu'est-ce que c'est que cet opéron inductible? C'est l'opéron lactose, lac operon, comme on dit en anglais. L'opéron lactose est normalement inactif, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas. Et on va voir quelle est la fonction de cet opéron lactose. Donc, normalement, il est inactif, mais il est activé seulement quand le substrat spécifique est présent. Et nous allons voir comment. Ça, c'est le lac opéron. Nous avons ici trois gènes, et ces gènes-là sont des gènes structuraux. C'est-à-dire qu'à la fin, ils vont être traduits en trois protéines différentes. Et ces trois protéines différentes sont des enzymes. Nous avons la galactosidase bêta, nous avons la perméase et nous avons la transacétylase. Ce sont trois protéines qui représentent trois enzymes différentes et nous allons voir quelle est la fonction de ces enzymes différentes. Et entre les gènes structuraux et les protéines résultant de la traduction, nous avons l'ARN messager, comme vous le voyez. Il est polycistronique, c'est-à-dire ici, il est formé de trois segments, mais ces trois segments sont attachés les uns les autres et chaque segment a une séquence initiative ici pour commencer le processus de traduction et une séquence de terminaison pour terminer le processus de traduction. Et donc, nous avons ici la polymérase ARN. Cette enzyme-là, comme vous le voyez, doit s'attacher au promoteur. Si la polymérase ARN s'attache au promoteur, il faut que l'opérateur soit libre parce que si n'importe quelle molécule vient s'attacher ici, elle va empêcher l'ARN polymérase de s'attacher ici. Donc, si l'ARN polymérase réussit à s'attacher au promoteur, donc ces enzymes-là vont être traduits en trois enzymes qui sont nécessaires pour les réactions métaboliques du sucre lactose. Ce qui se passe d'habitude, c'est que cet opéron est inactif. Pourquoi est-ce qu'il est inactif? Parce que nous avons ici le gène régulateur qui va être transcrit en un ARN messager et l'ARN messager produit la protéine qui est le répresseur. D'habitude, cette protéine, comme vous le voyez, est complémentaire à cet opérateur. C'est-à-dire que si cette molécule rouge qui est le répresseur vient ici, elle va pouvoir s'attacher avec l'opérateur parce qu'elle est d'une forme complémentaire, elle a une forme ou une structure complémentaire et elle va empêcher la polymérase ARN de s'attacher au promoteur. Donc, d'habitude, c'est pour ça que l'on dit que l'opéron est d'habitude inactif. Pourquoi inactif? Justement parce que le répresseur est actif. Donc, le gène régulateur est transcrit et puis ensuite traduit en une protéine qui est le répresseur et qui est née
dans une forme active. Donc, d'habitude, cette protéine qui est le répresseur vient ici faire une combinaison ou une liaison avec l'opérateur et empêcher l'ARN polymérase de s'attacher au promoteur et ensuite, naturellement, le résultat sera que la transcription sera inactive et n'aura pas lieu. Euh, mais quand le lactose est présent, une partie de ce lactose-là va se changer en allolactose. Allolactose va faire une liaison avec le répresseur et va changer la forme du répresseur. Maintenant, le répresseur a changé sa forme tridimensionnelle. Il est devenu inactif parce qu'il ne peut plus faire une liaison avec l'opérateur. À ce moment-là, l'ARN polymérase est maintenant capable de s'attacher au promoteur et d'aller transcrire les gènes et produire l'ARN messager qui sera traduit en des enzymes. Pourquoi maintenant seulement? Est-ce que cela est logique? Oui, naturellement, parce que ces enzymes-là sont responsables de métaboliser le lactose, le sucre lactose. Donc, si le sucre lactose n'est pas présent dans l'entourage de la bactérie, donc il n'est pas nécessaire de produire ces enzymes. Pourquoi produire des enzymes ou dépenser de l'énergie à produire des enzymes pour métaboliser le lactose alors que la bactérie, par exemple Escherichia coli, n'utilise pas le lactose, elle utilise normalement le glucose. Donc ça, c'est quelque chose de très logique, puisque la bactérie Escherichia coli n'utilise pas d'habitude le lactose et qu'elle utilise le glucose, donc nous n'avons pas besoin de ces enzymes. C'est pour ça que le défaut ou la position normale de cet opéron, c'est qu'il soit inactif. Quand il arrive que le lactose se trouve dans la vicinité d'Escherichia coli, alors à ce moment-là, l'allolactose va inactiver le répresseur. Inactiver le répresseur veut tout de suite dire activer le processus de transcription. Euh, le contraire, c'est l'opéron répressible comme l'opéron tryptophane. Nous allons résumer tout ça après, mais nous allons voir une très courte explication ou écouter une très courte explication de l'opéron répressible qui est le contraire, et puis on va lire le texte pour récapituler tout ça. L'opéron tryptophane est exactement le contraire. C'est un opéron répressible. Quand on dit répressible, cela veut dire qu'essentiellement, c'est un opéron actif et que sous certaines conditions, on va le réprimer ou l'inactiver. Donc, l'opéron tryptophane est normalement actif et est réprimé seulement quand le produit final est présent en quantité suffisante. Qu'est-ce que cela veut dire? Ici, nous voyons l'opéron tryptophane. Cette fois, on a 1, 2, 3, 4, 5 gènes structuraux. Tryptophane E, tryptophane D, tryptophane C, tryptophane B et tryptophane A. Ces 5 gènes structuraux doivent être transcrits en une molécule ARN messager polycistronique et puis traduite en 5 molécules qui sont des enzymes différentes pour obtenir pour synthétiser, non pas pour métaboliser et détruire, mais, ou bien briser les bonds, les liaisons. Ici, c'est exactement le contraire. Ces enzymes-là sont responsables de synthétiser l'aminoacide tryptophane. Donc, si nous avons assez de tryptophane qui est fourni à la bactérie dans son environnement, donc la molécule, il n'est plus nécessaire de synthétiser ces enzymes. C'est alors
c'est pour ça que l'on dit que l'opéron est répressible. Donc, d'habitude, l'opéron tryptophane est actif. Actif pourquoi? Pour former cet ARN messager qui sera traduit en des enzymes qui seront nécessaires pour la formation ou la synthèse de tryptophane. Mais si, et pourquoi est-ce que la bactérie fait ça? Parce que d'habitude, il n'y a pas assez de tryptophane tout autour. Mais s'il y a des quantités suffisantes de tryptophane, donc à ce moment-là, on va réprimer l'opéron pour arrêter une formation ou synthèse excessive de l'aminoacide tryptophane. Donc ici, comme toujours, nous avons un opérateur avant les gènes structuraux et quand on dit avant, on veut dire plus envers l'extrémité 5'. Et puis, on a un promoteur pour l'attachement de l'enzyme ARN polymérase et on a ici le gène régulateur qui est transcrit en ARN messager et l'ARN messager va être traduit en répresseur. Mais la différence ici entre l'opéron tryptophane et l'opéron lactose, c'est qu'ici, le répresseur est inactif dès le début. Pourquoi inactif dès le début? Parce qu'il est incapable de former une liaison complémentaire avec l'opérateur. Et parce que le répresseur ici, dans l'opéron tryptophane, est inactif dès le début, donc cela veut dire le contraire pour l'opéron. L'opéron sera actif parce qu'il n'y aura pas de répresseur ici capable de faire une liaison avec l'opérateur et donc d'habitude, ARN polymérase est libre d'aller transcrire tous ces gènes-là. Mais quand il y a assez de tryptophane dans l'environnement, le tryptophane va s'attacher au répresseur et va modifier la forme tridimensionnelle du répresseur et va la rendre active. Et quand elle est active, elle devient capable de s'attacher à l'opérateur et dans ce cas-là, elle va empêcher l'ARN polymérase de fonctionner et va stopper tout le processus de transduction. Et cela est normal et compréhensible parce que quand on a assez de tryptophane dans l'environnement, on n'a pas besoin de former encore plus de molécules de tryptophane. On va résumer tout ça en lisant le texte. Donc, vous devez écouter l'explication tout d'abord, ensuite lire le texte. Donc, l'opéron lactose, par exemple, chez Escherichia coli, nous savons, comme on vient de le dire, que le glucose constitue la source principale d'énergie. Et quand le lactose est absent, c'est-à-dire quand on utilise normalement le glucose, il serait inutile pour la bactérie Escherichia coli qui se trouve dans nos intestins euh, de produire les enzymes nécessaires au métabolisme de lactose puisqu'il n'y a pas de lactose. Donc, les gènes de l'opéron lac vont rester silencieux. Qu'est-ce qu'on veut dire par vont rester silencieux? C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être transcrits et ne vont pas être traduits en des enzymes de métabolisme de lactose puisqu'il n'y a pas de lactose. Ici, on va récapituler ou essayer de nous rappeler des gènes structuraux du lactose opéron. Nous avons l'opéron LAC qui comprend 3 gènes structuraux. Euh, le premier, c'est le LAC-Z ou Z qui code la bêta-galactosidase enzyme. C'est l'enzyme qui hydrolyse le lactose en glucose et galactose parce que vous savez que le lactose est un bi ou un disaccharide qui consiste ou qui se compose de deux monosaccharides qui sont le glucose et le galactose. Et puis, on a la seconde enzyme qui est la perméase
et la perméase est codée par un gène qui est appelé LAC-Y. Et perméase, c'est une protéine membranaire qui se trouve dans la membrane qui permettent l'entrée du lactose dans la cellule. Est-ce que c'est important? Oui, naturellement, parce que euh, le lactose, même quand il est présent autour de la bactérie, il a besoin de pénétrer. Et cette perméase ou perméase enzyme, plutôt, cette perméase enzyme va aider le lactose, qui est relativement une grande molécule de sucre, d'entrer et de pénétrer la membrane cellulaire. Ensuite, on a le gène LACA qui code une enzyme qui s'appelle thiogalactoside transacétylase et c'est une enzyme dont la fonction n'est pas très définie, mais elle est tout de même, on sait tout de même qu'elle est liée au métabolisme de lactose ou de certains dérivés de la molécule lactose. Ensuite, on a le promoteur. Le promoteur, comme je viens de l'expliquer, est la région de l'ADN où va se fixer l'ARN polymérase. Et comme vous le savez, cette étape de fixation de l'ARN polymérase à ou au promoteur est essentielle et indispensable pour commencer le processus de transcription, c'est-à-dire utiliser l'ADN pour former une molécule d'ARN messager. Ensuite, on parle de l'opérateur, comme on vient de le dire. L'opérateur est une courte séquence d'ADN qui est située à proximité du promoteur. Plus précisément, elle existe entre le promoteur et les gènes structuraux. Et l'opérateur est comme un interrupteur, un régulateur moléculaire qui contrôle l'accès de l'ARN polymérase aux gènes structuraux. Parce que quand l'opérateur est lié au répresseur, il ne va pas permettre à l'ARN polymérase de s'attacher au promoteur et alors le processus de transcription va s'arrêter. Ensuite, nous avons le gène régulateur qui existe au dehors ou à l'extérieur de l'opéron et ce gène régulateur est localisé en dehors de l'opéron et il synthétise une protéine très importante qu'on appelle le répresseur. Et ici, parce que le lactose l'opéron est un opéron lactose, donc le répresseur va être appelé un répresseur lactose. Quand on n'a pas de lactose, qu'est-ce qui se passe? Qu'on n'a pas de lactose, donc le répresseur est d'une forme correcte et active et elle va s'attacher à l'opérateur et elle va empêcher la polymérase ARN d'arriver aux gènes structuraux et alors elle va stopper ou arrêter le processus de transcription. Mais quand on a le lactose, une partie de ce lactose va se changer en allolactose qui va changer la forme tridimensionnelle du répresseur et alors le répresseur sera inactif et sera incapable de s'attacher à l'opérateur et d'empêcher l'ARN polymérase de transcrire les gènes. Donc, on va lire le texte ensemble. En l'absence du sucre lactose, le répresseur est d'une forme correcte, une forme tridimensionnelle correcte. Le répresseur est actif. Il va se fixer sur l'opérateur et il va empêcher la progression de l'ARN polymérase vers les gènes structuraux. Et alors, la transcription des 3 gènes sera bloquée et la synthèse des enzymes du métabolisme du lactose sera bloquée et c'est très naturel parce qu'on n'a pas de lactose. Mais quand il y a du lactose dans la vicinité ou l'entourage de la bactérie, quand il existe du lactose dans le milieu, donc une petite quantité de ce lactose va se transformer en allolactose. Et l'allolactose va agir comme un inducteur, c'est-à-dire comme une molécule qui active
le processus de transcription à partir de l'opéron. Pourquoi? Parce qu'il va se fixer, il va s'attacher sur le répresseur, il va modifier la conformation, euh, la forme de la molécule, et on appelle ça une modification allostérique. N'importe quelle modification qui va changer la conformation va être appelée une modification allostérique. Donc, un changement allostérique, c'est un changement de conformation. Quand la conformation du répresseur, qui était déjà actif et qui était déjà capable de s'attacher à l'opérateur, est changée, donc le répresseur perd son affinité pour l'opérateur, c'est-à-dire affinité, c'est-à-dire qu'il était possible, il lui était possible de s'attacher à l'opérateur. Il aimait s'attacher à l'opérateur, mais maintenant sa conformation est changée. Il n'est plus euh, euh, capable pour lui de s'attacher parce que sa forme ou sa conformation a changé. Le répresseur est maintenant inactif, mais pourquoi alors est-ce qu'on appelle l'allolactose un inducteur? C'est pas parce il rend actif le répresseur, c'est parce qu'il rend actif l'opérateur, et ça, c'est l'opéron. Et ça, c'est très important. Donc, l'allolactose agit comme un inducteur, c'est pas parce qu'il active le répresseur, il était déjà actif le répresseur, mais c'est parce qu'il le rend inactif et par conséquent rend l'opéron en général plus actif. Donc inducteur pour l'opéron. Maintenant, l'ARN polymérase peut se fixer au promoteur et peut transcrire les gènes structuraux et les enzymes nécessaires à l'utilisation du lactose ou le métabolisme du lactose sont alors synthétisés. Donc, on explique encore une fois une régulation allostérique. C'est une régulation qui s'effectue en changeant la conformation d'une molécule. Et l'allolactose est considéré ici un effecteur allostérique positif. C'est un effecteur allostérique parce qu'il a changé la conformation du répresseur. Et c'est un effecteur positif parce qu'il a activé l'opéron, la toute unité de l'opéron. Donc, en modifiant la structure tridimensionnelle du répresseur, le répresseur devient inactif et quand le répresseur devient inactif, l'opéron devient actif et la transcription devient active. Donc, l'opéron LAC constitue, ou l'opéron lactose, constitue donc un exemple classique d'induction enzymatique. Donc, nous avons appris deux nouveaux termes ici. Le premier, c'était l'induction allostérique ou un effecteur allostérique positif et nous avons aussi appris une induction enzymatique. D'autre part, nous avons l'opéron tryptophane et contrairement à l'opéron lactose, l'opéron tryptophane est un opéron répressible, c'est-à-dire que la base, c'est que l'opéron soit actif. Donc, il demeure normalement actif pour permettre les gènes structuraux d'être traduits en des enzymes et ces enzymes-là vont permettre la synthèse continue du tryptophane. Pourquoi est-ce que une bactérie comme Escherichia coli a besoin de synthétiser d'une façon continue le tryptophane? C'est parce que le tryptophane est un aminoacide essentiel pour beaucoup de réactions chimiques dans la bactérie, mais il ne se trouve pas dans le milieu autour de la bactérie. Donc, synthétiser elle va synthétiser cet aminoacide. Le terme essentiel ici n'est pas très précis et très correct, mais je veux dire qu'il est essentiel pour euh, euh, pour la reproduction et la vie de la bactérie, parce qu'un aminoacide essentiel, c'est un
aminoacide que l'on doit apporter d'une source extérieure. Mais ici, je voulais dire que c'est un aminoacide très important pour la vie et la reproduction de la bactérie. Mais la bactérie est capable de le synthétiser. Donc, tout le temps, Escherichia coli est en train de synthétiser tryptophane parce qu'il est nécessaire. Mais quand le tryptophane, et parce qu'il n'est pas présent dans le milieu de la bactérie, mais quand le tryptophane est accessible, donc à ce moment-là, on va stopper tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le gène, dans l'opéron tryptophane? Nous avons, dans cet opéron, nous avons 5 gènes structuraux qui codent les 5 enzymes qui sont impliqués non pas dans la dégradation de tryptophane, mais dans la synthèse de tryptophane. Donc, c'est le contraire de ce qui se passait dans l'opéron lactose où les enzymes étaient nécessaires pour fragmenter le lactose, briser les liaisons et les liaisons chimiques et libérer de l'énergie. Mais ici, les enzymes sont nécessaires pour la biosynthèse du tryptophane parce que la plupart du temps, tryptophane n'est pas accessible à la bactérie. Mais comme je viens de le dire, il y a deux conditions. Il y a un fonctionnement de l'opéron en absence de tryptophane et un autre fonctionnement euh, pendant la présence de tryptophane. En absence de tryptophane, euh, c'est-à-dire quand la concentration intracellulaire de tryptophane est très faible. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a besoin de synthétiser tryptophane. Donc, on a besoin de transcrire les gènes et de les traduire. Donc, on a besoin que l'ARN polymérase arrive aux gènes structuraux. Donc, il ne faut pas l'empêcher. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un répresseur qui s'attache à l'opérateur. Donc, le répresseur doit être né actif. Alors, le répresseur est inactif dès le début. Il ne peut pas se fixer à l'opérateur. Donc, l'ARN polymérase va arriver aux gènes structuraux et les transcrire. Et donc, les enzymes de biosynthèse de tryptophane vont être produites et la bactérie va synthétiser le tryptophane dont elle a besoin. Mais quand il y a du tryptophane dans le milieu et alors à l'intérieur de la cellule, la concentration de tryptophane va s'élever et le tryptophane, dans ce cas-là, va agir comme un co-répresseur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il va aider le co ici veut dire coopératif ou qu'il va l'aider, c'est-à-dire qu'il va rendre le répresseur actif de nouveau. Donc, le tryptophane, quand il est présent ou s'il est présent, va se fixer s'attacher au répresseur inactif. On aura donc un complexe qui s'appelle le complexe tryptophane répresseur, qui rend le répresseur actif de nouveau. Non pas de nouveau, mais qui rend le répresseur actif parce que le répresseur, dès le début, était inactif depuis sa traduction de l'ARN messager. Et maintenant, quand le répresseur est actif, il va se lier à l'opérateur, il va bloquer, comme on vient de le dire, la progression de l'ARN polymérase, la transcription est interrompue et la synthèse du tryptophane va cesser. Ici, nous avons une comparaison entre les opérons LAC et les opérons tryptophane. L'opéron LAC est inductible, l'opéron tryptophane est répressible. Puisqu'il est inductible, donc il est normalement off. Et puisque l'opéron tryptophane est répressible, donc il est normalement on. L'opéron lactose est activé par la lactose et c'est normal puisqu'on l'appelle inductible. L'opéron tryptophane est réprimé par le tryptophane et c'est pour ça que l'on appelle répressible. L'opéron lactose est responsable du catabolisme du lactose.
alors, c'est-à-dire c'est quelque chose de catabolique, alors que l'opéron tryptophane est anabolique, c'est-à-dire qu'il est responsable de la biosynthèse du tryptophane. Ici, l'allolactose inactive le répresseur, mais active l'opéron. Le co-répresseur ici, qui est le tryptophane, active le répresseur et bloque l'opéron. Quelle est l'importance biologique des opérons? Les opérons permettent aux bactéries de réguler leur métabolisme et de réguler le processus de transcription et donc, comme on a dit au début, d'économiser leur énergie et de produire uniquement les enzymes dont ils ont besoin, les enzymes nécessaires. Et cela dépend de la présence de certaines substances dans le milieu, de certains substrats dans le milieu, comme le lactose et le tryptophane. Et cette structure très particulière et géniale de l'opéron permet une réponse très rapide à la présence ou l'absence de lactose ou de tryptophane. Et donc, elle permet une adaptabilité très rapide aux variations de l'environnement et cela, naturellement, va optimiser la croissance du nombre des bactéries dans le milieu. Les opérons représentent donc un modèle fondamental de régulation de l'expression génique chez les eucaryotes. Nous allons nous arrêter ici et la prochaine vidéo sera à propos des prions et c'est un sujet très intéressant et nous allons l'expliquer en détail dans la prochaine vidéo. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Si vous avez aimé cette vidéo, donc cliquez sur like, partagez-la avec vos collègues, vos camarades de classe. Écrivez vos commentaires parce qu'ils sont très utiles et abonnez-vous à la chaîne si vous ne vous êtes pas encore abonné. Merci et à bientôt.